Dans le journal ce soir, l'hommage de la nation à la sprinteuse Marie-Josée Talou. La championne élevée au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite sportif reçoit également du chef de l'État la somme de 40 millions de francs CFA. La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire est fixée au lundi 11 septembre prochain. Les inscriptions se poursuivent dans les établissements scolaires. Le constat de la rédaction dans ce journal. Vendredi noir, c'était un 8 septembre en 1978. Ce jour-là, en Iran, des mouvements de protestation éclatent contre le Shah. L'armée tire sur la foule. Ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Plus que 3 jours pour la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Elle est fixée au lundi 11 septembre prochain. Après l'inscription en ligne, les inscriptions in situ se poursuivent dans les établissements scolaires. Ce soir, le constat de la rédaction avec Juliette Ouya. Tu es en 6e, tu viens d'arriver, donc il faudrait commencer par couper tes cheveux. Et puis tu te mets en tenue scolaire, tenue correcte, c'est-à-dire le bleu-blanc, chaussures fermées, et puis bien coiffé. Ça va? Dès lundi, tu viens, les cours vont commencer. Année académique 2017-2018 en Côte d'Ivoire. Après les inscriptions en ligne, place aux inscriptions et réinscriptions physiques dans les établissements scolaires. Le processus a démarré le lundi 4 septembre dernier et s'achève ce vendredi 8 septembre 2017. Nous sommes dans le district d'Abidjan. Dans les écoles publiques, les démarches administratives pour s'inscrire ou se réinscrire semblent poser beaucoup de problèmes. Témoins, ces longues files d'attente, bousculades, râlements. Pour tout dire, c'est la galère. Je suis venue à 6 heures, mais on ne me prend pas. Maintenant, il a fait le rein, ils m'ont poussé, je suis reparti derrière. Depuis le matin, on arrête la même, ça n'avance même pas même. Pour cette année académique, les carottes sont cuites. Mais pour les années à venir, et pour éviter ces situations de désordre, des parents d'élèves proposent une solution. Je suis venu inscrire mon fils, 6e, rentrée 6e. Mais depuis le matin, on est là, ça ne va pas. Regarde le monde, une seule guissée. Je pense que l'État devait fixer l'inscription 1 mois avant. Cette requête ne sera pas acceptée par les chefs d'établissement scolaire. Pour cette année académique, nous attendons 6 317 élèves. Nous avons fait un calendrier. Mais les parents, vous les connaissez. Généralement, ils espèrent, ils viennent toujours en fin du processus. C'est cela. Mais soyez rassurés, nous allons prendre les dispositions pour que cette affluence-là soit gérée rapidement. Dans les écoles privées, en revanche, toujours dans le district d'Abidjan, les inscriptions et réinscriptions sont fluides. Nous recevons les parents depuis le mois de juillet pour les inscriptions et les réinscriptions. J'ai vu inscrire ma fille. J'ai croisé le secrétariat qui m'a orienté vers la direction et rapidement j'ai été reçu. Placée sous le double signe du civisme et de l'engagement de tous pour une école de qualité, la rentrée académique 2017-2018 en Côte d'Ivoire est fixée au lundi 11 septembre prochain. D'ici là, les établissements scolaires se refont une beauté. Les clôtures extérieures et bâtiments sont repeints, la cour de l'école balayée. À présent, en image, cet hommage de la nation à la vice-championne du monde du 100 mètres et 200 mètres, Marie-Josée Talou, qui a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. La sprinteuse a été élevée au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite sportif. Elle a également reçu la somme de 40 millions de francs CFA. C'était ce matin au palais présidentiel. Sport en bref, coup d'envoi aujourd'hui de l'afro-basket masculin à Dakar et à Tunis. À Tunis, où la Côte d'Ivoire affronte ce soir à 19h30 la République démocratique du Congo. Le championnat d'Afrique des nations masculins de basketball s'achève le 16 septembre. Le Sénégal et la Tunisie co-organisent l'événement. En image, l'ouest du pays en proie à de fortes pluviométries, des pluies diluviennes qui ont fait d'énormes dégâts matériels. Après la ville de Bangolo hier, la ville de Mans ce matin est sous les eaux, des inondations qui ont fait de nombreux déplacés. Pas de perte en vie humaine, mais des maisons englouties, des salles d'école inondées. À Bangolo, plus de 5000 personnes désormais sont sans abri. Une cellule de crise est mise sur pied. On en parle avec Ève Boué.
Suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bangolo dans la nuit du dimanche au lundi dernier, les quartiers de Wongbaye et de Loin se sont retrouvés sous les eaux. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Des classes d'école inondées, des maisons entières se sont écroulées avec tout leur contenu. Nous sommes 7 personnes dans la maison, moi et mes enfants. Et à 3 h du matin, l'eau est rentrée dans la maison. Et quand je suis sortie avec les enfants, la maison est tombée. À 3 h du matin, il y a eu la pluie. Ça venait. Il y avait ma petite fille qui était au salon, qui dormait au salon. Elle a dit, ah papa, il y a la pluie, hein. J'ai dit, qu'il y a pluie, je sors dehors, j'ouvre la porte, ça nous envahit. La maison s'est coulée, j'ai tout perdu. Je dors chez un frère. Aussitôt informés, les autorités administratives et les élus, aidés des populations, ont mis en place un comité de crise avec une chaîne de solidarité. Les victimes sont recensées. Au nom de Wongbaye, avec le recensement provisoire, on se retrouve à plus de 3000 personnes. Au niveau des Loyens, avec le recensement provisoire, on se retrouve à plus de 2000 personnes. Donc nous sommes aujourd'hui, on peut chiffrer plus de 5000 personnes, et toutes ces personnes-là qui sont dans cette détresse. Plus de 5000 personnes donc dans le besoin. Des familles entières ayant tout perdu et inquiètes pour le lendemain, surtout que la rentrée des classes imminente sollicite de l'aide. Nous sommes vraiment en détresse. Donc vraiment nous sollicitons le concours du gouvernement de Côte d'Ivoire. De l'aide certes, mais il faut agir en amont. En effet, c'est la 3e fois que la ville de Bangolo est confrontée à des inondations de cette ampleur. En 1963, en 1987 et en 2017, la ville souffre de réels problèmes d'assainissement qui nécessitent des travaux d'Hercule. À présent, un mot de culture. On parle de Clap Ivoire, le rendez-vous des jeunes réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest. La 17e édition s'est ouverte le 6 septembre. 15 réalisateurs en lice et plusieurs prix, dont le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Franck Kouadio. 2 amis et une histoire de tolérance. L'une, enfant de victime d'un kamikaze dans un attentat, et l'autre, justement, la fille du kamikaze en question. Rumeur, la fiction du Togolais Maxime Kosovi, lauréat Clap Ivoire 2016, enlevé de rideau de cette 17e édition de Clap Ivoire, concours de court-métrage destiné aux jeunes réalisateurs de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont 15 venus des 8 pays de l'UEMOA, 8 engagés en fiction et 7 en documentaire. C'est un docu-fiction de 13 minutes qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est né en prison et qui a vécu dans les mêmes conditions carcérales que sa mère. Alors ce documentaire est pour moi un plaidoyer à l'endroit des autorités africaines afin qu'ils revoient un peu la situation des enfants qui naissent en prison. 13 minutes pour la fiction et autant pour le documentaire, sanctionné par le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Des projections publiques, des masterclass et panels, tout un programme et un engagement renouvelé pour Jean-Gustave Sanou, représentant résident de l'UEMOA, et le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Maurice Mbadama. La Côte d'Ivoire entend faire du cinéma une grande industrie. C'est pour cela que nous apportons toujours une attention particulière à ce festival, un festival d'intégration, un festival de promotion des jeunes talents. Clap Ivoire, une vitrine pour le cinéma de demain, mais aussi un prétexte pour les jeunes producteurs pour mettre en lumière leurs préoccupations. Quand tu demandes peut-être un fonds de soutien, on te dit peut-être qu'on n'a pas encore vu ton œuvre. Alors nous qui sommes, disons, on peut dire que nous sommes des réalisateurs en herbe, on vient de commencer, mais il faut qu'on nous accompagne dans notre formation. C'est d'abord la formation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de cinéma professionnelles en Afrique. Il y en a quelques-uns, mais si on avait un peu plus, ce serait facile. Et puis, ce n'est pas accessible à tout le monde. Clap Ivoire 2017, un scénario en 4 prises, clap de fin prévu pour le 9 septembre. Et puis en bref, Hajj 2017, ils sont de retour de la Mecque après plus des mois passés en Terre Sainte. Les pèlerins du contingent étatique ont regagné Abidjan cet après-midi.
Toujours en bref, hors de chez nous au Togo, après 2 jours de mobilisation, l'opposition maintient la pression. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des échauffourées ont éclaté à Lomé entre manifestants et forces de l'ordre. Au moins 2 morts selon l'opposition. Un calme relatif règne pour l'heure dans la capitale. On va s'intéresser à présent à la France et on va s'intéresser à ces gros décrocheurs, ces jeunes sortis du système et qui sont en quête d'emploi. Les EPID, établissements pour l'insertion dans l'emploi, les recadrent en douceur. Marche au pas militaire, uniforme, le soleil se lève à peine, mais ces jeunes ne peuvent rater la cérémonie du lever des couleurs. Nous ne sommes pas dans une caserne, mais dans un internat de la seconde chance pour jeunes décrocheurs, les EPID. L'EPID, c'est un établissement qui a vocation à insérer dans la vie professionnelle des jeunes majeurs, garçons et filles, 18-25 ans, éloignés de l'emploi en tout cas, sans diplôme. Chaque section a un programme hebdomadaire dans lequel on retrouve du sport, de l'informatique, de la remise à niveau en français, du travail d'insertion professionnelle. Les nouvelles recrues, toutes volontaires, doivent intégrer des règles de vie quasi militaires, lever 6 h du matin, tâches ménagères et surtout faire son lit au carré avant une journée d'activité. On tend correctement sa couverture, on lève son matelas, on vient faire des bords francs. Une rigueur que ces jeunes déscolarisés et sans cadre familial pour certains ne comprennent pas toujours. Essayez d'avoir le souci du détail, c'est ce qui fera la différence entre vous, dans le futur, entre vous et une autre personne qui vient de postuler, les soucis du détail, l'employeur, il faut qu'il prenne vous et pas l'autre. Quentin a intégré l'EPID de Bordeaux il y a 7 mois. Sorti du système scolaire en 3e sans diplôme, le jeune homme a vu dans ce centre sa bouée de sauvetage. Avant de venir ici, j'avais aucune motivation, j'avais pas de but. Voilà, clairement, je savais pas quoi faire de ma vie, quoi. J'arrive ici, on m'impose des règles, comme le lit le matin, le lever. Aujourd'hui, j'ai mon projet, j'ai des stages à trouver. Le jeune homme a d'ailleurs un entretien professionnel ce jour-là. 40% des encadrants ont un passé militaire. Pour autant, pas question de transformer les volontaires en petits soldats. Rigueur et bienveillance sont les leitmotifs des EPID. Sport en équipe, cours de mécanique ou de conduite, cours de prévention sur les addictions aux drogues ou à l'alcool. Tout est fait pour les raccrocher à la vie en société. Vendredi noir, c'était le 8 septembre 1978 à Téhéran. Ce jour-là, en Iran, des mouvements de protestation éclatent contre le régime. L'armée ouvre le feu. C'est votre éphéméride avec Moussa Konaté. 8 septembre 1978, vendredi noir à Téhéran. Des manifestants, parmi lesquels beaucoup d'étudiants, se rassemblent sur la place Jaleh à Téhéran pour un défilé. L'armée ouvre le feu sur la foule, faisant de nombreuses victimes. Après ce vendredi noir, le Shah, empereur d'Iran, ne contrôle plus la situation dans son pays. C'est le début de la révolution islamique et la fin de la dynastie des Pahlavis au pouvoir en Iran depuis 1921. Après que les Anglais eurent contraint le fondateur de la dynastie Reza Shah Pahlavi d'abdiquer le 16 septembre 1941, son fils et successeur Mohamed Reza Pahlavi a poursuivi sa politique de modernisation à marche forcée, s'appuyant sur l'armée, un fort appareil bureaucratique et une redoutable police politique, la SAVAK. Réforme agraire, modernisation des infrastructures et droit de vote pour les femmes constituent les principaux traits de sa révolution blanche. Depuis l'éviction de Mossadegh, la coopération militaire du régime avec les États-Unis est par ailleurs très soutenue. La cour qui entoure le Shah et les cadres de l'armée sont les premiers bénéficiaires de cette politique volontariste, tandis qu'une grande partie de la société reste réfractaire aux réformes. Ce mécontentement s'inscrit dans le contexte d'un renouveau théologique du chiisme, qui prône un plus grand engagement militant du clergé et de l'émergence de la figure de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, qui critique violemment la révolution blanche. Condamné à mort, mais gracié par le Shah, il doit partir en exil en Turquie puis en Irak. L'irritation à l'égard de la corruption du régime, des inégalités sociales et de la pression exercée par la SAVAK sur les opposants s'accroît après le choc pétrolier de 1973. En 1977, l'intelligentsia iranienne lance une campagne pour demander le respect des libertés fondamentales. En janvier 1978, ont lieu les premières manifestations de religieux contre la SAVAK qui avait critiqué l'ayatollah Khomeini dans un article de journal. Elles sont réprimées, mais prennent rapidement de l'ampleur, s'étendant des classes moyennes aux classes populaires. Le 7 septembre 1978 à Téhéran, la foule réclame pour la première fois le départ du Shah. Le soir même,
La loi martiale est décrétée dans 11 villes du pays. C'est alors que survient le drame du vendredi noir. Une grève générale paralyse l'économie. Les manifestations se poursuivent sans discontinuer. Affaibli par le désengagement des États-Unis, le Shah réagit de façon désordonnée, amnistiant des prisonniers politiques, parmi lesquels des leaders religieux, et promettant des élections libres, mais en étendant également la loi martiale. Le 16 janvier 1979, il part en exil en Égypte. Le 1er février, l'ayatollah Khomeini rentre en Iran et est acclamé par la foule. Après 2 jours d'affrontements entre les forces militaires restées fidèles au Shah et les mouvements d'opposition, la victoire de l'opposition est totale. Khomeini nomme un gouvernement provisoire modéré. De nombreux responsables civils et militaires du régime des Pahlavis sont exécutés. En marge du gouvernement civil, les comités de la révolution, créés dans les mosquées, le conseil de la révolution de l'ayatollah Khomeini concentre la majorité des pouvoirs. Khomeini donne aux religieux éclairés mission de guider le pays dans l'attente de l'imam caché. Alors c'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.